Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui au Centre national du rugby. Je laisse la parole à Fabien Galtier et Raphaël Ibanez. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bon, vous l'avez constaté, hein, pour la préparation de ce troisième test match, nous avons dû remodeler notre effectif. La bataille de Marseille a laissé quelques traces. Et donc, quelques nouvelles des joueurs indisponibles. Nous avons eu au téléphone ce matin Thibaut Flamand et Cyril Baye. Donc, Thibaut ressent encore quelques symptômes suite à sa commotion. Il devra observer une bonne période de repos, mais ça suit son cours. Et puis, pour Cyril, une blessure à l'aine et donc un hématome qui se résorbe lentement, mais là aussi des nouvelles plutôt rassurantes. Voilà, sans plus attendre, Fabien vous annonce la composition d'équipe. Merci Raphaël, bonjour à tous et à toutes. Donc voici la composition d'équipe de France qui va affronter dimanche à Toulouse l'équipe du Japon. En première ligne, à gauche Reda Wardi, associé à Julien Marchand et Winnie Antonio. En seconde ligne, Cameron Rocky, associé à Romain Taufefenoa. Troisième ligne, Anthony Gelonge, Charles Olivon, capitaine, Grégory Aldrit. La charnière, Max Lecu, associé à Romain Tamac. À une aile, Yoram Moefana. Au centre, Joe Danti, Gaël Ficou. À l'autre aile, Damien Penaud. Thomas Ramos à l'arrière. Les finisseurs, Peato Mouvaka, Dani Priso, Sipili Falatea, Florian Verargue, première sélection. Bastien Chalureau, Sekou Makalou, Baptiste Couillou et Mathieu Jalibert. Les joueurs supplémentaires sont Pierre Bougarit, Momo Awas, Nolan Legarec, Léo Berdeux et Mathis Lebel. J'en profite pour saluer donc le club de Montauban. Montauban justement dans la Ligue Midi-Pyrénées, Occitanie maintenant, où a été formé Flo Verargue, donc saluer ses éducateurs, saluer l'école de rugby de Montauban, qui a fait grandir beaucoup de grands joueurs de rugby, et notamment Flo Verargue qui sera aligné pour la première fois dimanche à Toulouse avec le maillot de l'équipe de France. J'en profite aussi, puisqu'on joue à Toulouse, pour parler un peu de la Ligue Occitanie et de la région. Donc la région, bien sûr, le Stade Toulousain. Mais ce n'est pas uniquement le Stade Toulousain, vous avez Colomiers. Dans cette composition d'équipe, vous avez plusieurs joueurs passés par Colomiers. Je pense à Sipili Falatea, ainsi que Yoram Moefana, qui ont été formés à l'école de rugby de Colomiers. La région de Toulouse, c'est aussi Blagnac, club de national, club formateur, qui accompagne le Stade Toulousain, notamment dans la formation des joueurs. Dans la région, vous avez aussi donc Montauban, j'ai cité, club de deuxième division. Il y a d'ailleurs un derby aujourd'hui, Montauban qui reçoit Colomiers en National 2, enfin en Pro D2. J'en profite aussi pour parler de cette région, puisque c'est un grand pôle universitaire et c'est très important, le rugby et la culture rugby. Et à Toulouse, vous savez, il y a quasiment 200 000 étudiants, avec beaucoup d'écoles d'ingénieurs, beaucoup de facultés qui donnent la possibilité aux jeunes joueurs de suivre la double culture, la formation, et c'est aussi leur rendre hommage. Donc je pense à l'université Paul Sabatier et tous les sports et études liés aux IUT. Je pense aussi aux écoles d'ingénieurs comme l'INSA par exemple. Thierry Dussautoir a été formé à l'INSA.
qui ouvre le cursus à beaucoup de joueurs qui sont professionnels aujourd'hui. Il y a pas mal de joueurs qui sont professionnels qui sont étudiants encore à l'INSA, qui étalent leurs études sur plusieurs années. Je pense à l'ESAP, l'École supérieure d'agronomie de Purpan, les écoles kiné, bien sûr. Donc c'est aussi l'occasion de saluer tous ceux qui œuvrent auprès des jeunes joueurs pour leur proposer un complément de formation autour de leur passion qui est le rugby. Donc c'est vrai qu'à Toulouse, et le Stade Toulousain est le porte-drapeau de cette culture, et il y a toutes les régions autour qui sont quand même marquées par la culture rugby, et c'est pas par hasard que nous allons jouer à Toulouse ce match. C'est pour rendre visite à nos familles, bien sûr, à nos éducateurs et à nos supporters. Donc c'est un déplacement qui nous tient très à cœur, très très à cœur. Voilà, j'ai fini. Mais c'était important, très important pour nous de saluer tous nos éducateurs, tous nos formateurs qui sont dans la région. On a fait beaucoup de séminaires s'entraîner au Crêpes de Toulouse, par exemple. On a passé du temps, on a été très bien accueillis au Crêpes de Toulouse. On a beaucoup utilisé aussi la DTN et les ressources de la Ligue de la région pour travailler sur les joueurs et développer nos versions entre les compétitions. Et c'est l'occasion de les saluer, de leur rendre hommage et de partager avec eux ce grand moment de rugby qui aura lieu dimanche avec cette équipe de France qui affronte le Japon. Donc c'est pas anodin, quoi. Voilà, j'ai pris le temps nécessaire pour expliquer tout ce qu'on fait avec cette région de rugby qui abonde. Bien sûr, je ne rajoute pas tous les Toulousains qui sont dans cette composition d'équipe, mais il y en a beaucoup qui sont passés dans leur cursus par cette région. La seconde ligne, par exemple, qui sur le banc définisseur, Flo Vérargue et Bastien Chalureau sont des gars de la région. Le papa de Léo Berdeux a fait un DUT à Paul Sabatier. Éric Berdeux qui joue à Tarbes, 3 Carrel, à Toulouse. Champion de France, c'est Paul Sabatier, dans les années 90. Voilà, il y a vraiment une grosse... Et puis je ne parle pas des Gersois, parce que qui dit... mais c'est pas la même ligue, mais vous avez beaucoup de Gersois aussi dans cette équipe, et c'est juste à côté. Auch et l'ancien comité Armagnac-Bigorre, voilà, qui est maintenant dans la ligue Aquitaine. Voilà. Mais c'est le moment de parler de ça, parce que c'est important, la culture rugby. Nous, on vit beaucoup présent au présent, mais ces enfants, ces joueurs, ils ne sont pas là par hasard. La filiation, la culture, ça compte, et leur développement. Et cette région, eh bien, elle compte. Voilà. Bon, si vous avez des questions maintenant. Donc pour les questions, merci de bien vouloir lever la main, s'il vous plaît. Denis Capégrange, Sud-Ouest. Bonjour. Vous avez fait le choix de reconduire l'ossature qui a disputé cette tournée. Vous parlez souvent de l'expérience collective, donc ça fait sens. Mais est-ce que la question de remettre de la vie et de la concurrence dans ce groupe a pesé dans vos choix ou pas? Et aussi la gestion des égos, je pense notamment à un Mathieu Jalibert qui aurait pu rentrer et former une paire avec Maxime Lucu à la charnière. Dans quelle mesure vous avez fait cette réflexion? Vous avez raison, c'est une réflexion que l'on a tous les jours lorsqu'on construit notre ossature, notre équipe de France. Si vous parlez d'expérience collective, alors si vous voulez, c'est vraiment un facteur qui aide à la performance, c'est un des facteurs de performance, et c'est vrai que malgré notre volonté forte de le faire monter ce curseur, puisque on est très attentif pour avoir une idée en fait de l'équipe qui a joué face à l'Afrique du Sud. On était à peu près sur une expérience collective. C'est une donnée qui est pas facile à comprendre. On était autour de 12 quand les Sud-Africains étaient à 40, par exemple, le week-end dernier. Et on a fini avec une équipe qui, en termes d'expérience collective, était en dessous de 7.
C'est-à-dire que même avec notre grande volonté de maintenir une cohérence dans la sélection et développer, c'est très difficile pour 2 raisons. L'équipe de France premium joue peu, elle joue 8 matchs par saison. Elle a donc le droit de s'entraîner 10 semaines ensemble. Grâce au système des 42, on a pu faire venir quand même 120 joueurs qui font que lorsqu'on intègre des joueurs qui avaient très peu d'expérience collective, comme l'équipe qui a fini le match face à l'Afrique du Sud, l'équipe qui lève le bras, les 14 joueurs qui lèvent le bras face à l'Afrique du Sud, ils sont 3 à être rentrés au Stade de France pour jouer le match face aux Anglais. Et cette équipe, en un quart d'heure, elle reprend le score et elle domine les champions du monde, qui ont une expérience collective 4 fois supérieure. Alors, bien sûr qu'on y pense, comment on fait? Déjà, c'est la méthode, notre façon de s'entraîner à 42 nous permet d'intégrer des joueurs qui ont déjà touché du doigt l'organisation, le travail et le niveau international grâce à ces 3 journées passées ensemble au début de chaque semaine. Ce qui nous permet de gagner un petit peu de temps sur une expérience collective invisible, c'est-à-dire le vécu commun lors de ces 3 jours de travail. Et malgré ça, on a du mal à monter le curseur. Et d'ici la Coupe du Monde, il nous restera, avec le Japon, 6 matchs. 6 matchs, ce qui peut nous amener à toucher du doigt une expérience collective proche en dessous de 20, ce qui est encore la moitié d'un potentiel futur adversaire qui est l'Afrique du Sud. Donc on a un gros travail autour de ça. Donc on développe l'expérience collective à travers la méthode invisible, on dira, c'est-à-dire les 3 jours de travail à Marcoussis. Et quand vous voyez la rentrée des joueurs ce week-end, eh bien, je crois qu'on peut remercier la méthode. On peut remercier la méthode. Quant à votre question, et plus précisément au poste de numéro 10, ben, Mathieu Jalibert a fait 2 rentrées avec nous. Il est rentré 2 fois sur le terrain dans des conditions très difficiles. Et 2 fois, il a fait partie des finisseurs qui ont fait basculer le match en faveur de l'équipe de France. Donc, l'émulation, je ne parle pas de concurrence, mais l'émulation à ce poste est très bonne avec Romain Tamac. Et là, je rappelle le devoir de mémoire. Attention, le devoir de mémoire est important. Romain Tamac n'a que 22 ans. Il a déjà vécu et porté l'équipe de France très très haut. Mathieu Jalibert, lui, est avec nous depuis le début, avec des allers-retours suite à des blessures. Mais dès qu'il est disponible et dès qu'il est avec son potentiel, il rentre dans le projet et il est invité à apporter tout son talent et son savoir-faire dans des moments très importants. Donc pour nous, on est en phase par rapport à votre question et on essaye, je dis bien on essaye. Raphaël, lors de cette introduction, a parlé des joueurs qu'on avait perdus. Quand on a perdu sur ce match des joueurs importants, et on rajoutera le capitaine sur le carton rouge. Mais on doit faire avec. Imaginons que le quart de finale c'était l'Australie de la Coupe du Monde. Imaginons que la demi-finale c'était l'Afrique du Sud. Ben, la finale c'est dimanche face au Japon avec une équipe de France différente, avec des joueurs qui ne s'attendaient peut-être pas à être appelés. Quand Flo Verargue, je l'appelle au début du rassemblement, il se blesse à l'U-Arena avec son club de Montpellier, au Psoas, face au Racing. Et 15 jours plus tard, je le rappelle, il ne s'y attendait pas. Il ne s'y attendait pas, mais il était prêt. Il était prêt. Et ce que je vous ai dit en conférence de presse, après le match face à l'Afrique du Sud, il faut que les joueurs français que l'on a convoqués, qui sont venus vivre avec nous l'expérience des 42, se préparent parce que c'est le cas là pour le Japon, ça sera peut-être pour le tournoi. Et alors la Coupe du Monde, n'en parlons pas, c'est pas le sujet, mais il y a des joueurs qui peuvent commencer la Coupe du Monde dans un canapé et la finir au Stade de France. Donc vraiment, on a besoin de tous nos joueurs de rugby. Et c'est pour ça que ce 3e match pour nous, il est la suite d'un quart, d'une demi, c'est une finale. Arnaud Bordelais, Midi Olympique.
Fabien, tu nous avais expliqué, je crois que c'était avant l'Afrique du Sud, à quel point tu appréciais Romain Taofifénois dans le rôle de finisseur, à quel point il était important pour notamment encadrer un banc qui était peut-être moins expérimenté que lui. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à le mettre cette fois-ci titulaire et développer aussi, si tu peux nous expliquer, on retrouve encore cette thématique d'une double deuxième ligne sur les 23. Oui, alors déjà, Romain, c'était une réflexion qu'on avait eue naturellement. On aurait pu penser qu'avec la blessure de Paul, Romain allait monter d'un cran et prendre le côté droit de la seconde ligne. Sauf que, en prenant un peu de recul, d'abord Thibaut Flament, qui n'est pas là, qui est forfait, a été l'homme du match au Japon lors du premier test, l'homme du match au Japon lors du second test, l'homme du match face à l'Australie lors du troisième test. Donc, Thibaut Flament, il compte aujourd'hui. Il compte vraiment que ce soit à gauche, à droite et voire au poste de troisième ligne. Donc Thibaut Flament, il avait pris son maillot de par ses performances. Et en même temps, c'était dur parce que le rôle de Romain, chaque fois, de finisseur, était très bien rempli par Romain. C'est-à-dire qu'il nous a apporté toute sa force, son expérience, sa maîtrise. Et c'est vrai qu'il a cadré les finisseurs. Mais c'était dur aussi parce qu'il aurait pu dire « Mais moi, qu'est-ce qui me manque pour débuter ?» Donc voilà. Donc à cette réponse, il débute de manière logique et cohérente. Et c'est intéressant. Il a débuté des matchs avec nous, hein, c'est pas le premier. Mais il a une carte à jouer. Il l'a dit d'ailleurs, lui, auprès de ses partenaires, et il nous l'a dit. Hein, il a envie de montrer que ça peut être aussi un starter. Donc de manière cohérente, on l'associe à Cameron Rookie qui commence à, vous l'avez dit, hein, à revenir en forme. Vous aviez des doutes sur son début de saison. Et nous, vous savez, on a un devoir de mémoire et on les accompagne, les joueurs. Donc c'est vrai qu'on a besoin de parfois un peu de temps, et c'est ce qu'on a dit à Cameron. Cameron, il faut que même s'il joue moins dans son club, s'il a moins l'opportunité de développer ses compétences, il faut qu'il se prépare dans son club. Tous les joueurs doivent se préparer parce qu'ils savent nos attendus et ils savent comment se préparer pour être au rendez-vous dès le lundi, pas après une semaine de travail. Donc nous, on a la méthode qui nous permet de les faire monter en compétence. Vous avez vu le match de Cameroun exceptionnel face à l'Afrique du Sud, mais maintenant, il faut qu'on gagne du temps aussi. Donc tout ça nous amène à construire une seconde ligne Cameroun-Romain qui semble très cohérente par rapport à notre vécu. Et c'est vrai que derrière, on refait un 6-2. On refait un 6-2 parce que ça nous va très bien. Ça va très bien à l'équipe de France avec une seconde ligne qui est peut-être inédite et qui l'est sûrement. Mais comme je vous dis, tous les joueurs français doivent penser rêver très fort qu'ils peuvent porter le maillot. Et donc, c'est l'exemple de Bastien et Florian, qui était venu déjà avec nous à plusieurs reprises, Florian, qui chaque fois était reparti blessé, ou s'était blessé avec son club. Et bien là, Florian a l'avantage de pousser à gauche, d'avoir fait une saison impressionnante avec le club de Montpellier l'an passé, comme Bastien d'ailleurs. Et en plus, Florian, il a l'avantage de pouvoir glisser au poste de troisième ligne si besoin. Donc on a pas mal d'options en fonction du scénario, hein, qu'on ne peut pas deviner à l'avance. Vous avez compris qu'on n'avait pas du tout anticipé ce qui allait arriver face à l'Afrique du Sud. Mais on avait quand même toutes les bases de cette performance. On avait déjà testé toutes les bases de cet exploit qu'ont réalisé les Français à 14 avec des joueurs qui ont occupé des postes qui n'étaient pas sûrement là où on les attendait. Et à l'exemple de Sékou, qui a été élu homme du match par le staff, qui a matché avec le meilleur ailier du monde pendant 65 minutes, 65 minutes. Voire dominer le meilleur ailier du monde. Voilà. Donc c'est aussi le fruit de ce travail qu'on a au quotidien avec le staff et les compétences du staff, notamment dans la construction des différentes équipes potentielles. Jean-François Patureau, RMC Sport. Bonjour messieurs, une question pour Fabien. Par le passé, l'équipe de France parfois a gagné des matchs importants et après s'est pris un peu les pieds dans le tapis contre des adversaires un peu moins prestigieux. Est-ce que ce groupe est à l'abri d'un relâchement? Est-ce que c'est le maître mot de la semaine? On ne voit pas les choses comme ça,
puisque pour nous, on joue le troisième match d'une série de quarts, demi et finale. Donc, on teste déjà ce qu'on va chercher à toucher du doigt. On va toucher du doigt ce qu'on va chercher à atteindre dans moins d'un an. Donc, on est vraiment sur cette on s'entraîne. J'emploie souvent s'entraîner à entraîner. Là, on s'entraîne à vivre ce qui peut arriver, quart, demi, finale face à deux nations du Sud. Vous savez que jamais une nation, bon, il n'y a eu qu'une nation du Nord qui était championne du monde, c'est l'Angleterre, mais que entre nations du Sud, mis à part les All Blacks une fois, jamais une nation du champion du monde a battu consécutivement deux nations du Sud. Bon, mais ça, on l'a fait. Donc c'est quelque chose qui peut nous arriver dans 10 mois. Mais battre les nations du Sud de manière successive sur un match, ça laisse des traces. Et c'est ce qui nous arrive. Il faut qu'on soit prêt à répondre présent, quoi qu'il arrive. Nous, notre ambition, elle est très claire. Donc s'entraîner à jouer un enchaînement comme ça, c'est ce qu'on a en tête. Donc votre question par rapport à se relâcher, se prendre les pieds dans le tapis, c'est toujours une possibilité. Je ne pense pas se relâcher et se prendre les pieds dans le tapis, mais attention, en face, il y a un adversaire qu'on a joué 2 fois et qui est en capacité de poser des problèmes à n'importe quelle équipe du premier tiers. Hein. Ils l'ont déjà fait. Et récemment, c'est vrai qu'on peut dire qu'ils ont raté leur performance, leur match face à l'Angleterre, mais le match d'avant, c'était face aux All Blacks. Et ça s'est passé très près, très près. Donc, et nous, on y était cet été. Donc, on va jouer un adversaire qu'on considère comme un adversaire majeur. Henri Ignatia, Canal+. Bonjour. Vous avez parlé de la série que vous avez battue de victoires, ce record de victoires. À partir d'un certain moment, est-ce que ça peut finalement devenir une pression de ne pas avoir perdu, puisque l'objectif, c'est d'être au sommet pour le mondial? Encore une fois, dans notre projet, et c'est inscrit en grandes lettres sur notre feuille de route, notre ambition, c'est de gagner des matchs et de rester dans le top 3 mondial. À l'heure actuelle, l'équipe de France est seconde. Il faudra bien un jour avoir l'ambition aussi d'aller chercher cette première place. Ça ne garantit pas que nous serons complètement... on ne connaîtra pas forcément le succès total dans moins de 10 mois, mais en tout cas, ça nous donne des garanties sur notre méthodologie et sur notre façon de procéder avec ce groupe. Voilà, je crois que ce qui est essentiel, c'est que nous puissions nous positionner. On est aujourd'hui dans le coup avec les nations majeures du rugby mondial. Frédéric Bernès, l'équipe. Bonjour, une question pour Fabien. On a vu assez peu de lancements de jeu contre l'Australie et contre l'Afrique du Sud. Contre l'Afrique du Sud, il me revient celui après la touche avec Damien Penaud qui arrive derrière et puis qui fait une course extérieure comme ça. Est-ce que c'est parce que les adversaires ont trouvé des réponses défensives nouvelles ? Est-ce que ce sujet de l'attaque vous préoccupe ? Peut-être qu'on attendait plus, nous aussi, parce qu'il y avait 3 joueurs, 9, 10, 15, qui ont des repères communs, Dupont et Macramot, donc peut-être qu'on attendait plus de choses. Est-ce que c'est un sujet qui peut vous préoccuper ? Alors, le lancement de jeu que vous citez amène le premier essai. Donc avec ce mouvement après une touche et ensuite Damien qui passe dans le dos et qui amène un ballon qui est déposé dans le couloir pour ses coups. Et puis après l'équipe rebondit au centre du terrain et c'est Cyril Bay qui va finir le travail. Ça c'est le premier essai. Le deuxième lancement de jeu, pas évoqué, il nous amène le deuxième essai. C'est-à-dire c'est une touche à 5 mètres avec une feinte de Moll et derrière une déviation et c'est l'essai de Sipili. Donc en fait ces 2 lancements de jeu nous amènent 2 essais, donc nous amènent 14 points. On en a eu quelques-uns supplémentaires. Il faut savoir que l'équipe d'Afrique du Sud, c'est l'équipe qui défend le plus haut et le plus fort sur le circuit. C'est-à-dire que sur les données, chaque lancement de jeu face à l'Afrique du Sud propose un ruck derrière la ligne d'avantage.
Donc, il fallait trouver les lancements appropriés par rapport à cette défense qui est appropriée. Donc, quand une équipe comme l'Afrique du Sud diminue l'espace-temps, il faut trouver directement ou indirectement de l'espace, mais de l'espace du terrain. Et ça a été notre challenge durant cette partie. On l'a très bien fait parce que finalement, une de nos succès, c'est une des raisons de notre succès, c'est d'avoir joué très haut. Et donc, d'avoir eu l'occasion de jouer 5 fois dans la zone 22 mètres des Sud-Africains et d'avoir réussi à marquer sur ces 5 fois, 4 fois. La 5e fois, c'est qu'on a manqué un peu de structure, mais une fois de plus, c'est difficile en 3 semaines d'arriver à tout préparer en peu de temps et on a des priorités. Donc normalement, notre 3e match, c'est le plus abouti dans ce type de compétition parce qu'on est à 2 matchs de très très haut niveau, plus 3 semaines de travail. Donc normalement, la fluidité offensive commence à apparaître de manière plus claire et évidente lors du 3e test. On arrive très vite à poser des bases stratégiques et tactiques. On arrive très vite à poser une base défensive. La base offensive est plus complexe à acquérir parce qu'elle demande plus de compétences et plus de répétitions. Et comme on a des volumétries de temps et d'espace qui sont limitées, parce que l'important c'est d'avoir en premier de l'énergie pour gagner les matchs, malheureusement c'est vrai qu'on priorise une avancée globale vers le projet et donc les lancements de jeu demandent plus de temps. Et toute la partie offensive, on va dire clairement, demande plus de temps. Donc là, comme face au All Black l'an dernier, on sera mieux à tous les niveaux. Il est vrai que là, ce qu'on avait eu l'an dernier, c'est qu'on avait joué Argentine et Géorgie et on a fini par les All Blacks. Là, on a commencé par Australie et Afrique du Sud. Donc Argentine et Géorgie ne nous avaient pas diminué en termes de potentiel. On avait perdu Julien Marchand, essentiellement, qui était le joueur qui s'était blessé face à la Géorgie. Après, on avait réussi à conserver donc, la même équipe pendant 3 matchs. Là, l'équipe a évolué par rapport aux différents tests. Donc plus de complémentarité, plus de travail ensemble, mais aussi une expérience collective qui chute à nouveau, puisqu'on devrait terminer avec une équipe, avec nos finisseurs, à un niveau en dessous de 10 en expérience collective. Donc voilà, on essaie d'avancer sur tous ces sujets, mais c'est pas facile. C'est pas facile. L'important étant de gagner les matchs, donc on priorise pour nous ce qui nous semble essentiel pour gagner les matchs. Et les lancements de jeu, c'est clé, mais ça vient après d'autres domaines qu'on doit travailler en premier et pour poser les bases de la victoire. Le dernier élément clé déterminant pour répondre à votre question, pour être complet, c'est la météo. Donc on annonce une météo humide à Toulouse. Donc tout le monde sait que jouer avec un ballon glissant, c'est difficile. Donc on aura sûrement cette contrainte aussi à maîtriser. Jean-Gabriel Botinck, Le Parisien. Oui, bonjour. Une question sur la préparation pour Fabien. Je crois que cette semaine, il y a eu des staffs de clubs de foot qui étaient présents. Est-ce qu'on peut savoir ce que ça apporte et quelles sont la nature des échanges ? Bien sûr. Donc il y avait Arsenal, Arteta notamment, le coach d'Arsenal avec qui on a déjà échangé. Ils nous ont reçu une partie de notre staff, on a travaillé, qui était allé à Londres, travailler avec eux. Et donc là, on les a reçus pendant 3 jours. Arteta n'était pas là parce qu'il était ailleurs, il était en Floride pour travailler sur notre sujet. Et vraiment, on a un partenariat avec Arsenal, qui est premier de la première ligue, avec 5 points d'avance, avec une équipe de 23 ans de moyenne d'âge. Très intéressant aussi. Ils n'ont pas du tout les mêmes problématiques, mais c'est très intéressant de collaborer avec eux. En termes de retour d'expérience, aussi de leur vision, aussi d'échanger sur leur vision. Donc, ils nous observent, ils nous critiquent, on échange, on les observe, on les critique de manière la critique entre guillemets. Il y avait aussi Lorient, le staff de Lorient et l'entraîneur de Lorient qui est venu passer quelques jours. Là, c'est pareil, c'est un staff qui se dit entre guillemets très intéressé sur l'échange. Donc, il y avait aussi Lorient qui était là. Vous savez, nous, lorsqu'on a appris notre mission, le sens de notre action, c'était rassembler, fédérer et partager. Donc ça contribue aussi. Et on peut parler aussi des brevets d'État.
C'est-à-dire qu'il y avait des brevets d'État, donc tous les jeunes coachs en formation en France passent 3 ou 4 jours à Marcoussis par mois. Et la semaine dernière, ils ont assisté quasiment à tous nos briefings, à tous nos travaux. Donc c'était une trentaine de coachs qui sont en France. Alors, pas que des Français, il y avait 2 Sud-Africains. Donc on était là, mais bon, a priori, ils n'ont pas pu tout donner parce qu'on s'en sort avec la victoire. Mais c'est vrai que notre volonté de rassembler, fédérer et partager peut parfois nous poser question. Mais je considère que ce qui est fait, c'est déjà de l'ordre, le présent, c'est déjà de l'ordre du passé, le jour d'après. Donc, comme on avance, ce qu'on a fait là n'est plus d'actualité, puisqu'on cherche à continuer à avancer. Notre version 8 est en train de devenir une version 9 et sera une version 9 pour le tournoi. Mais c'est vrai que, effectivement, c'est un grand plaisir de travailler et de s'ouvrir. On avait une partie du staff qui était partie aux États-Unis aussi, en Floride, avec une boîte de techno avec laquelle on travaille, qui a passé une semaine en Floride. On est très, très bien reçu par les clubs en Floride et les franchises. Donc c'est quelque chose qu'on va développer. On peut parler aussi, si vous voulez, on peut parler d'autres partenariats, puisqu'on a parlé de SAS notamment, qui est venu officialiser un partenariat qu'on a construit depuis 3 ans de manière informelle. Et le résultat, c'est que nous, on continue à travailler avec eux de manière informelle et juste on collabore parce que ça, c'est passionné par ce qu'on fait et donc on est sur un échange. Mais par contre, ça va bénéficier à la fédération et à tous les jeunes parce que derrière, il y a des outils qui sont en train de se mettre en place pour aider la fédération et notamment la DTN à accompagner la formation des jeunes rugbymen français. Donc, c'est aussi notre mission. Rassembler, fédérer, partager. Donc, on est en phase avec le sens de notre beau projet. Et une dernière question, Arnaud Bordelais, Midi Olympique. Fabien, Reda Wardi va avoir sa première titularisation. Est-ce que tu peux nous dire ce qui fait la différence entre lui et Dany Priso sur le plan du jeu? Et un petit mot sur Damien Penaud qui est sorti hier blessé. Il y a zéro inquiétude par rapport à ce coup. C'est dur je comprends bien votre question, les différents profils, sachant que les deux sont tellement engagés dans cette semaine de travail et dans la volonté de porter cette équipe de France. Ils nous apportent beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction, ils donnent tout ce qu'ils ont. Donc Reda, ça fait un petit moment qu'il performe. Il s'est construit un poste, je l'ai dit déjà, mais il s'est construit un poste de gaucher incroyable. Être passé par Montpellier, Béziers, puis La Rochelle. Donc merci déjà à tous les coachs qui l'ont aidé à grandir, parce qu'il a commencé le rugby tard, à 15 ans. Et c'est un joueur, en fait, que l'on voit avec nous. Je vois pas ses limites. Chaque fois qu'il travaille une journée avec nous, l'impression que ah ouais. Et lui aussi se découvre, je crois. Je crois qu'il se découvre potentiellement. Vous avez vu le match qu'il a fait, les 60 minutes qu'il a fait face aux 2 gauchers sud-africains. Enfin, je ne vais pas faire un dessin du 5 de devant sud-africain. Je pense qu'il s'est découvert et je pense qu'il s'est bluffé lui-même. Nous, on sent, on regarde, on sent lorsqu'on sélectionne les joueurs le potentiel. Et là, Reda, il a répondu. Il aurait pu être homme du match. Moi, je dis, de temps en temps, il faut élire un pilier homme du match. Il y en a marre de toujours élire un gars qui porte le ballon. Bon, moi, j'avais voté pour lui, mais bon, voilà. Donc, Reda, il a été fantastique. Et maintenant, il faut reproduire son challenge, reproduire. Et Dany, il a fait une rentrée extraordinaire face à l'Afrique du Sud. 30 minutes de très haut niveau, dans un match aussi où on était challengé. Et donc, logiquement, il revient porter le maillot avec les finisseurs. Dany, c'est quelqu'un qui est déjà installé depuis un certain moment. Il avait commencé ses premières sélections avec Jacques Poudnel un peu plus tôt sur le mandat précédent. Et qui commence à avoir une expérience, un vécu, très gros travailleur. C'est
C'est difficile d'expliquer une différence quand nous, on parle que des points forts des joueurs. Donc, moi, j'ai envie de dire qu'ils ont tous les deux des gros points forts. Et en fait, ce qu'on leur demande, c'est de jouer juste avec ça. Voilà. Leurs points faibles, on les met de côté et on joue avec leur potentiel. Et c'est ces atouts qui les ont amenés là, et c'est ces atouts qui les amèneront plus haut. Et ça, Reda l'a très vite compris. On leur demande juste de jouer avec leur qualité, et Dany, c'est la même chose. Je ne pourrais pas aller plus loin sur le sujet de la différence. Et quant ensuite à Damien, Damien, vous savez, il s'est fait mal au genou, donc l'entraînement qu'on fait à 3 jours du match, il faut bien comprendre le format de cet entraînement. Donc on était sur un entraînement format ball and play, 37,5% du volume d'un ball and play normal, de match. On cherchait à jouer le plus vite parce que les Japonais vont nous amener à 120 mètres par minute, alors que le match des Sud-Africains était plutôt autour de 107, donc beaucoup plus lent. Mais par contre, sur le player load slow, ce qu'on appelle les collisions très haut, les Japonais, ça risque d'être moins haut, et par contre beaucoup de vitesse. Donc l'entraînement nous formate à ça. Et donc, il nous formate sur la partie sensorielle, c'est-à-dire le rugby, mais aussi sur la prophylaxie. La prophylaxie, c'est la capacité à ne pas se blesser dans les hautes intensités. Donc, si on s'entraîne avec des très hautes intensités, alors on a moins de chances de se blesser lors du match. Sauf que parfois, si on est un peu moins engagé, un peu moins prêt, un peu plus fatigué, on risque aussi la blessure. C'est ce qui est arrivé à Damien, qui peut-être n'avait pas digéré le match. Ça fait partie du risque que nous assumons, que les joueurs doivent assumer. Mais a priori, il est apte et il sera sur la feuille de match. Mais vous regardez sur les joueurs supplémentaires, vous avez Mathis Lebel qui est prêt à rentrer au cas où. C'est aussi comme ça qu'on se prépare. Juste un dernier point, puisque c'est la fin de la conférence. On va avoir un œil très avisé et très intéressé sur le match des Barbariens français face aux Fidji. La sélection de Denis Charvet s'est appuyée beaucoup sur notre ranking, et vous avez à peu près la moitié des joueurs qui sont potentiellement sélectionnables ou suivis ou qui sont venus s'entraîner avec nous, soit avec les moins de 20 ans, soit avec les joueurs qui étaient parmi les 42. Il y a beaucoup de joueurs qui ont un match international à jouer avec les Fidji, et si vous regardez la composition d'équipe, il y a des joueurs qu'il y a de fortes chances qu'on revoit dans pas longtemps avec nous, qu'on a déjà vu avec nous et qui reviendront avec nous. Donc un regard très intéressé sur la composition d'équipe des Fidji et le comportement de cette équipe. On a peu de matchs, je vous dis, internationaux dans une saison française, hein, parce que je vous dis 5 matchs pour l'équipe premium, 3 matchs pour une équipe de développement au mois de juin ou juillet, et de temps en temps la sélection des Barbariens français, qui nous permet de mettre sur le terrain des joueurs à très fort potentiel. Donc vraiment, bon match à l'équipe de Denis Charvet samedi qui joue face aux Fidji. Merci, c'est donc la fin de cette conférence de presse.